Bonjour à tous, vous êtes connectés sur le webinaire de démonstration de la plateforme de l'inclusion côté employeur, donc côté SIAE. Donc on va attendre quelques secondes avant de démarrer, le temps que d'autres participants puissent rejoindre le webinaire. Donc n'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour qu'on sache qui est avec nous aujourd'hui. Donc on va attendre juste quelques secondes. En attendant, je vais vous expliquer comment fonctionne du coup, ce webinaire. Donc dans la partie chat, dans la partie chat, je vous invite à dialoguer, à vous présenter, à nous dire si vous avez des problèmes techniques, etc. Et dans la partie questions, dans l'onglet questions, à poser vos questions tout simplement. Ce sera plus simple pour moi ensuite d'y répondre. En gros, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est dans un premier temps une petite introduction sur la startup d'État. Je sais que pas mal d'entre vous ont déjà eu pas mal d'informations sur la plateforme de l'inclusion, son histoire, son contexte. Je vais revenir rapidement pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Je vais vous dire aussi quel est mon rôle, me présenter aussi à vous. Vous donner aussi quelques chiffres sur la plateforme de l'inclusion, combien de candidatures on a reçues, combien de passes IAE, d'agréments a été délivré, etc. Je vous donnerai ces quelques chiffres. Et ensuite, on passera sur une phase de démo où là, je vous montrerai vraiment de A à Z toutes les fonctionnalités de la plateforme euh, du côté de l'employeur, donc du côté de l'entreprise, donc de l'inscription aux fonctionnalités de mise en avant des offres d'emploi et enfin sur la gestion des candidatures. Et je vous présenterai tous les scénarios de recrutement qu'il est possible de faire avec la plateforme de l'inclusion. Donc ça va durer quoi, une petite vingtaine de minutes. Et pendant cette démonstration, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions. Et ensuite, on se donnera 20-25 minutes pour essayer en tout cas de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur la plateforme, sur comment on l'utilise, les différentes spécificités que vous pouvez avoir, vous, dans vos régions, dans vos territoires. Donc là, on est 18 participants. Ce que je vous propose, c'est de commencer. Et les autres nous rejoindront. Pour information, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay. Julie, qui gère le programme ambassadeur, vous enverra le replay dès qu'il sera disponible. Et dernière information, je vais faire la démo en partageant mon écran et je vais utiliser l'environnement de démo que Julie vous a déjà présenté, qui vous permet d'utiliser la plateforme de l'inclusion avec des données complètement fictives, ce qui vous permet de tester, de faire un peu ce que vous voulez en mode candidat, en mode prescripteur et en mode employeur. Je vous montrerai du coup comment ça fonctionne si vous n'avez pas toutes ces infos. Donc, je vous propose dans un premier temps de vous faire une petite introduction. Donc, en gros, la plateforme de l'inclusion, c'est une plateforme de mise en relation entre entreprises et candidats. Candidats éligibles à l'IAE. Et entre les deux, on a des prescripteurs, habilités ou non habilités, qui orientent des candidats vers les entreprises. Donc, en gros, voici le pitch basique de la plateforme de l'inclusion. Il faut savoir que cette plateforme de l'inclusion, c'est un des chantiers sur lequel la startup d'État ITOO travaille. C'est le premier chantier sur lequel on travaille. On travaille sur d'autres sujets, notamment la réduction de la charge administrative des acteurs de l'IAE. On travaille sur un troisième sujet qui est comment on facilite les échanges entre acteurs de l'inclusion. Et enfin, quatrième et gros sujet, c'est la valorisation de l'offre commerciale des SIAE. En gros, c'est comment on met en avant les SIAE auprès d'entreprises potentiellement clientes. Donc voilà les différents sujets sur lesquels on travaille. Et aujourd'hui, la plateforme de l'inclusion, elle répond aux besoins de 4 typologies d'acteurs. Les premiers acteurs, donc, ce sont les entreprises, les SIAE, les prescripteurs habilités, les candidats éligibles à l'IE et les orienteurs. Nous, ce qu'on appelle orienteurs, ce sont les prescripteurs non habilités. C'est tout simplement des associations de quartier, tout type d'association, tout type de structure qui est au contact de personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui peuvent naturellement orienter des candidats vers des entreprises de leur territoire. Donc voilà les 4 typologies d'acteurs qui peuvent se retrouver sur la plateforme de l'inclusion. Et en gros, la plateforme de l'inclusion, pour vous donner quelques avantages qu'elle apporte, le premier, c'est qu'elle apporte un espace unifié et collaboratif aux entreprises. Elle permet ainsi aux entreprises de gérer leur candidature en mode collaboratif. Plusieurs CIP, plusieurs responsables d'une structure peuvent gérer les mêmes candidatures, voir le statut de chaque candidature et ainsi avoir une visibilité sur toutes les candidatures en cours. Donc, je vous montrerai comment ça fonctionne et concrètement à quoi ça ressemble. Deuxième valeur ajoutée, c'est la fameuse autoprescription, qui permet aux entreprises SIAE de pouvoir valider l'éligibilité d'un candidat
sans passer par un prescripteur qui parfois peut prendre un peu de temps. Donc les entreprises peuvent très très facilement créer une candidature et se voir délivrer un pass IAE, donc pass IAE qui est l'équivalent de l'agrément Pôle emploi, afin de recruter la personne. Vous le verrez tout à l'heure comment ça fonctionne. Et enfin, une des grosses valeurs ajoutées, c'est la liste des prescripteurs habilités qui a été élargie. Il n'y a plus que Pôle emploi qui peut orienter des candidats, mais dans la liste élargie, on a Pôle emploi, les missions locales et les Cap emploi, donc tout le SPE, mais aussi d'autres types de prescripteurs qui deviennent habilités, notamment les CCRS, les SPIP, la PJJ, etc. Je vous mettrai d'ailleurs la liste des prescripteurs habilités tout à l'heure dans le chat. Donc voici voilà les deux, trois gros avantages, valeurs ajoutées qu'apporte la plateforme de l'inclusion. Et enfin, pour terminer sur cette première introduction, vous donner aussi quelques chiffres. Donc, comme vous le savez, la plateforme de l'inclusion a été lancée en expérimentation fin 2019 sur 3 départements et ensuite sur l'année 2020, elle est déployée région par région. Et aujourd'hui, on a quelques chiffres à présenter. Vous avez d'ailleurs accès à ces chiffres-là. Je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat. Mais aujourd'hui, on recense plus de 3000 embauches faites via la plateforme de l'inclusion. Plus de 11 000 candidatures reçues. Donc, les entreprises ont reçu en moyenne, enfin presque 11 000 candidatures. On recense 8 000 candidats inscrits sur le site. Et enfin, les entreprises, donc les SIAE, sont plus de 1100 à être inscrites sur la plateforme de l'inclusion. Et enfin, côté prescripteurs, on a plus de 5 000 prescripteurs inscrits, donc habilités et non habilités compris. Donc voilà pour vous donner quelques chiffres. Et sans plus attendre, on va passer à la phase de démonstration. Donc je vais partager mon écran et je veux bien que dans le chat, vous me disiez si vous voyez bien mon écran avant que je démarre la démonstration. Donc là, je commence à partager mon écran. Donc là, vous devriez voir la page d'accueil de la plateforme de l'inclusion. N'hésitez pas à me le dire dans le chat avec un petit OK où tout fonctionne. OK, c'est bon. Nickel. Écoutez, je démarre et je vous propose de démarrer par le commencement. Oui, effectivement, je ne me suis pas présenté, je viens d'y repenser. Rapidement, je suis Abdesamad Yousfi, je fais partie de l'équipe de la plateforme de l'inclusion. Et mon rôle, il est assez simple, il est de déployer la plateforme de l'inclusion sur le territoire national. Donc, à la fois gérer le déploiement avec les réseaux IAE et enfin être support. Donc, je suis l'interlocuteur des SIAE lorsqu'elles rencontrent des problèmes d'utilisation de la plateforme ou qu'elles désirent des informations sur celle-ci pour mieux utiliser la plateforme d'inclusion. Donc, voilà, en gros, mon rôle, c'est du déploiement et du support sur le territoire national. Donc, voilà pour la petite présentation. Donc, je passe à la démonstration. Donc, on va commencer avec le début, très simplement, l'inscription. Pourquoi je vous montre l'inscription? Parce elle est assez simple, mais on peut avoir des SIAE qui rencontrent des problèmes à ce moment-là. Donc, pour s'inscrire, c'est simple, il suffit d'aller en bas à gauche du site et cliquer sur Créer un compte. Ici, comme vous le savez, on a la possibilité de s'inscrire sous différents rôles. Donc, à droite, en tant que demandeur d'emploi, au milieu, en tant que prescripteur ou orienteur, et enfin, en tant qu'employeur solidaire, donc en tant qu'SIAE. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je vais cliquer sur Créer un compte. Ici, il y a 3 champs qui sont très, très importants. Le premier, très simple, le type de structure que je suis en train de créer, par exemple une entreprise d'insertion. Ensuite, le numéro de SIRET de mon entreprise. Pour l'instant, aucun problème. Et enfin, l'email ASP. Donc, c'est le champ le plus qui nécessite parfois un peu de problèmes, enfin, qui engendre parfois des problématiques. On a des SIAE qui tentent de s'inscrire, mais qui n'y arrivent pas parce que lorsque la SIAE va cliquer sur inscription, elle va recevoir un lien d'activation. Et ce lien d'activation, nous, on l'envoie uniquement à l'adresse mail du référent technique renseigné dans l'extranet ASP. Pourquoi on fait ça? Tout simplement par mesure de sécurité, pour éviter toute usurpation de compte et pour être sûr que la personne qui crée le compte de la structure est bien une personne qui travaille dans la structure. Donc pour cela, on envoie un lien d'activation uniquement sur l'adresse mail référent technique de l'extranet ASP. Donc il est possible que des SIAE vous remontent cette typologie de problème. Dans ce cas-là, ce qu'on les invite à faire, c'est de se rapprocher de la personne qui possède cette adresse mail référent technique ASP, afin que cette personne-là puisse cliquer sur le lien d'activation qu'elle vient de recevoir. Pour savoir vers quel mail ASP on envoie le lien d'activation, c'est simple. Lorsque je fais l'inscription, je mets le numéro de SIRET et que je mets une adresse mail, qu'elle soit fausse ou bonne, je vais cliquer sur inscription
Et en haut on va faire apparaître un bandeau qui explique qu'on vient d'envoyer un lien d'activation à l'adresse mail suivante. Et cette adresse mail ASP, elle est floutée, mais on peut voir la première lettre et la dernière lettre, ce qui permet à la personne qui essaie de créer le compte de savoir vers quelle adresse mail le lien d'activation a été envoyé. Donc voilà, il y a beaucoup de problématiques de ce type. Donc il ne faut pas hésiter à dire au SIAE de se rapprocher de la personne qui possède cette adresse mail ASP. Si cette adresse mail ASP n'est plus du tout d'actualité, si la personne qui possédait cette adresse mail ne fait plus partie de l'entreprise, dans ce cas-là, il faut que la SIAE aille dans son extranet ASP, mette à jour son adresse mail référent technique, et à partir de là, qu'elle nous envoie une copie d'écran de l'adresse mail référent technique de son extranet ASP. Et dans ce cas-là, nous, on pourra ensuite valider son inscription manuellement, et on sera sûr, nous, côté plateforme d'inclusion, qu'il ne s'agit pas d'une usurpation de compte, et qu'il s'agit bien d'un collaborateur, collaboratrice qui travaille bien dans cette structure. Donc voilà pour résoudre ce problème, comment il faut faire. Et d'autres soucis aussi qu'on peut rencontrer à cette phase d'inscription, c'est tout simplement des SIAE qui tentent de s'inscrire, mais dont la région n'est pas encore ouverte. Donc dans ce cas-là, il suffit juste de leur dire de patienter, dans un premier temps de checker le calendrier de déploiement que vous avez dû recevoir, et ainsi aiguiller la SIAE en lui disant que son ouverture dans sa région sera effective à partir de septembre ou novembre. D'ailleurs, on revient très rapidement vers vous avec les dates officielles de déploiement en septembre et novembre. Donc, une fois que je clique sur inscription et que tout se passe bien, j'arrive sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc là, vous voyez que je suis sur le tableau de bord entreprise d'insertion Garage Martinet. Donc, c'est sur cette entreprise d'insertion qu'on va faire toute la démo aujourd'hui. Et j'ai différents types de fonctionnalités. Des fonctionnalités à gauche dans employeur solidaire et des fonctionnalités à droite dans candidature. Donc, toutes les fonctionnalités à gauche, employeur solidaire, si vous voulez, ce sont les fonctionnalités dites d'administration qui vont me permettre d'administrer mon compte sur la plateforme de l'inclusion. Et ensuite, à droite, partie candidature, c'est là où je vais gérer toutes les candidatures, créer des candidatures, recevoir des candidatures, etc. Donc, première étape à réaliser lorsqu'on est une entreprise, une SIAE, donc dans mon cas, une entreprise d'insertion, c'est gérer ma vitrine. Donc, nous, on appelait ça la fiche publique. Donc, c'est comment les candidats et les prescripteurs vont me voir en tant qu'entreprise. Donc, je vais cliquer sur la fiche publique pour voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà comment un candidat ou un prescripteur me voit. Donc, on y voit mon nom d'entreprise, la description de mon entreprise. Donc là, il faut imaginer mon secteur d'activité, mon expérience, etc. Donc, un petit historique un peu de l'entreprise, une description tout simple. Ensuite, les coordonnées mises à jour de celle-ci. Et enfin, les offres d'emploi sur lesquelles je recrute. Donc, voilà comment me voient les autres. Et comment je modifie cette partie-là, c'est très simple. Il suffit d'aller cliquer sur « Modifier les informations de l'établissement ». Et ici, je vais pouvoir tout simplement mettre à jour ma description, le nom de mon entreprise, mes coordonnées, mon adresse postale, etc. Et je clique sur « Enregistrer » et ces modifications sont prises en compte instantanément et je peux aller vérifier sur ma fiche publique si ces informations ont été mises à jour. Donc voilà la première étape à réaliser lorsqu'on arrive sur son tableau de bord côté entreprise. Deuxième fonctionnalité qu'on a nommée collaborateur, qui permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de gérer à plusieurs nos candidatures et gérer tout simplement le compte de l'entreprise à plusieurs. Donc, il suffit de cliquer sur collaborateur et là, je vais pouvoir inviter de nouveaux collaborateurs à rejoindre ma structure. Ce qui va permettre à chaque collaborateur et chaque collaboratrice de mon entreprise d'avoir leur propre accès personnel à ce compte. Donc, leur mot de passe et leur adresse, avec leur mot de passe et leur adresse mail. Ça évite que le collaborateur d'une entreprise se partage le même mot de passe et la même adresse mail de connexion. Donc voilà, c'est très simple, il suffit de cliquer sur « Inviter des collaborateurs » et de renseigner le prénom, le nom et l'adresse mail du collaborateur. Et celui-ci reçoit une notification par mail pour l'inviter à rejoindre la structure. Et quand le collaborateur clique sur « Je valide cette inscription », il est automatiquement redirigé vers la plateforme de l'inclusion et on l'invite à renseigner ses informations personnelles. Donc, revalider son adresse mail, mettre son mot de passe, etc. Et à partir de là, le collaborateur est inscrit sur la structure et il peut se connecter à la structure
de son emploi, enfin, à la structure dans laquelle l'administrateur l'a invité, tout simplement. Donc, je reviens toujours sur le tableau de bord. Comme vous avez pu le voir, pour revenir au tableau de bord, j'ai toujours ce petit bouton à gauche, ce qui me permet de revenir toujours au même endroit. Pardon. Troisième fonctionnalité de la partie administration, la partie offre d'emploi. Donc, nous, on a appelé ça des postes, mais il s'agit vraiment d'offres d'emploi. C'est vraiment l'équivalent sur la plateforme. Donc, il suffit de cliquer sur configurer les descriptions de postes. Donc, je clique ici. Et là, je vois que j'ai pas mal d'offres d'emploi déjà publiées. Donc, moi, j'ai envie de créer une nouvelle offre d'emploi. Il suffit que j'aille tout en bas. Ici, j'ai un champ ajouter un métier, donc, qui veut dire ajouter une offre d'emploi, en fait, finalement. Et là, je vais ajouter un métier. Donc, on va tenter jardinier. Donc là, j'ai pas mal de métiers qui me sont proposés. Et moi, là, j'ai juste à chercher quelque chose qui m'intéresse et que je veux mettre en avant. Donc, jardinier, jardinière. Donc, voilà. Donc là, je viens de publier une offre d'emploi jardinier, jardinière. Si l'intitulé du poste ne correspond pas à ma structure, je peux mettre à jour cet intitulé en le changeant et en indiquant un nom personnalisé. Donc, si voilà, chez moi, l'offre d'emploi a un autre nom, il suffit que je l'indique dans nom personnalisé. Et enfin, dans la description, tout simplement détailler la fiche de poste. Et bien checker que l'encoche ici est bien cochée. Quand c'est coché, ça veut dire que l'offre d'emploi va être publiée. Et lorsque c'est décoché, l'offre d'emploi est dépubliée, elle n'est plus présente sur ma fiche publique entreprise. Donc, dans notre cas, on veut publier l'offre jardinier-jardinière. Donc, je vais cliquer pour cocher et je vais enregistrer les modifications. Mise à jour effectuée, c'est super. Là, je vérifie quand même que l'offre d'emploi est bien présente sur ma fiche publique. Donc, je clique sur la fiche publique. Et là, je vois bien que je recrute sur jardinier, jardinière, ce qui veut dire que le candidat pourra postuler sur ce poste ou que le prescripteur pourra m'orienter des candidats sur cette offre d'emploi, tout simplement. Donc, voilà comment mettre en ligne des offres d'emploi et comment les dépublier. Donc, je reviens sur le tableau de bord pour vous montrer la dernière fonctionnalité de la partie administration, qui est la possibilité de créer des agences filles, des agences rattachées à la structure principale. Et pour cela, il faut cliquer sur créer une nouvelle structure. Donc, quand je crée une nouvelle structure, c'est lorsque j'ai une entreprise conventionnée et que j'ai des agences qui gravitent autour d'elle et qui possèdent le même sirène que l'entreprise principale. Si les agences que je gère n'ont pas le même sirène que l'entreprise principale, dans ce cas-là, je ne vais pas pouvoir créer d'agence, mais je vais devoir créer un nouveau compte pour cette structure-là. Donc, ce qui veut dire que je vais devoir me déconnecter et créer un compte complètement nouveau pour cette agence-là. Ça, c'est si l'agence n'a pas du tout le même sirène. Dans le cas où l'agence a le même sirène que la structure principale, donc les premiers chiffres du numéro de SIRET. Donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir enregistrer, inscrire autant d'agences que je veux. Donc là, je dois mettre le SIRET de cette nouvelle agence, quelques informations sur celle-ci et cliquer sur enregistrer. Je ne le fais pas en direct, mais je vous montre à quoi ça va ressembler. Donc, il faut imaginer qu'une fois que je clique sur enregistrer, j'atterris sur le tableau de bord et en haut à droite, j'ai un petit bouton changer de structure qui me permet en fait de basculer d'une agence à l'autre. Donc là, je suis sur mon entreprise d'insertion Garage Martinet et je vois qu'ici que je gère deux autres agences, donc une ETTI et un GEC. Donc j'ai la possibilité de basculer d'un tableau de bord à un autre. Donc là, j'ai envie de passer sur le tableau de bord de l'ETTI, une nouvelle chance. Donc je vais cliquer sur l'ETTI. Et là, automatiquement, j'arrive sur le tableau de bord de l'ETTI, une nouvelle chance, et je peux gérer les informations de celle-ci de manière complètement indépendante. Donc, les candidatures de l'ETTI ne se verront pas dans les candidatures de mon entreprise d'insertion. Donc, c'est vraiment des tableaux de bord qui sont séparés, cloisonnés, mais qui sont accessibles juste avec une bascule via ce bouton changer de structure. Donc, pour la suite de la démo, je continue quand même sur l'entreprise d'insertion, Garage Martinet. Donc voilà pour ce qui est des fonctionnalités d'administration. Donc là, on va passer sur la phase de candidature. Et avant de passer aux différentes fonctionnalités, je vais vous présenter rapidement à l'oral les 4 scénarios de recrutement possibles via la plateforme de l'inclusion. Donc, premier scénario de recrutement possible, c'est lorsqu'un candidat qui s'inscrit sur la plateforme de l'inclusion
commence à chercher des offres d'emploi. Donc, il tape une ville, il tape la typologie de structure vers laquelle il veut s'orienter. Et là, il trouve mon entreprise et il postule à une offre d'emploi. Dans ce cas-là, moi, je reçois la candidature et je vais pouvoir la traiter. Pour la traiter, je vais avoir une étape assez primordiale qui est l'étape de validation des critères d'éligibilité. Comme le candidat est complètement autonome, qu'il n'est pas rattaché à un prescripteur habilité, je vais devoir valider ces critères d'éligibilité moi-même. Donc, via un entretien physique, un entretien téléphonique, je vais pouvoir connaître ces critères d'éligibilité, je vais pouvoir les cocher et valider son éligibilité à l'IAE. Et à partir de là, je vais pouvoir soit l'embaucher, soit ne pas l'embaucher. Et si je décide de l'embaucher, la plateforme de l'inclusion délivrera automatiquement un pass IAE, donc ce fameux agrément qui permet de recruter la personne et de pouvoir renseigner le numéro d'agrément dans l'extranet ASP. Donc ça, c'est pour le premier scénario de recrutement. Deuxième scénario de recrutement, c'est lorsqu'un prescripteur habilité m'oriente un candidat. Donc imaginons qu'un prescripteur habilité se connecte sur la plateforme, cherche une entreprise proche du territoire, proche du domicile du candidat qu'il est en train de suivre, et il trouve mon entreprise, il postule à la place du candidat en précisant ses motivations, son expérience. Dans ce cas-là, moi, en tant qu'entreprise, je reçois sa candidature et je n'ai pas du tout l'étape de validation de l'éligibilité, puisqu'il s'agit d'une orientation faite par un prescripteur habilité. Donc, dans ce cas-là, le prescripteur a déjà en amont validé l'éligibilité du candidat. Donc, moi, en tant qu'entreprise, il ne me reste qu'une étape, à savoir embaucher le candidat ou ne pas l'embaucher. Et au préalable, effectivement, évidemment, faire un entretien physique ou téléphonique avec le candidat et ensuite valider son embauche ou pas. Et à partir de là, j'ai son numéro d'agrément qui m'est délivré, donc ce fameux pass IAE. Donc ça, c'est pour le deuxième scénario de recrutement. Troisième scénario de recrutement, c'est lorsque le candidat n'est pas du tout inscrit sur la plateforme de l'inclusion, qu'il vous a été orienté via une association locale, ou bien on vous a envoyé un mail, ou bien on vous a téléphoné, on vous a dit essaye de recevoir ce candidat, il est super, je le conseille, etc. Ou bien c'est un candidat qui toque à la porte d'une entreprise. Dans ce cas-là, il n'est pas connu de la plateforme de l'inclusion. Dans ce cas de figure, il faut passer par la fonctionnalité obtenir un pass IAE, candidature spontanée, qui est ici. Pourquoi? Tout simplement pour créer dans un premier temps un compte pour le candidat. Et une fois qu'on lui a créé un compte, on va lui créer une candidature. Donc, moi, en tant qu'entreprise, en tant qu'SIAE, je vais positionner le candidat que j'ai reçu sur une offre d'emploi. Et ensuite, ça va créer une candidature que je vais pouvoir traiter comme les autres. Donc, je vais pouvoir valider du coup les critères d'éligibilité de ce candidat et enfin l'embaucher ou pas l'embaucher. Donc, voilà pour le troisième scénario. Et enfin, le quatrième scénario, qui ressemble un peu au précédent, c'est celui où un orienteur, donc un prescripteur qui n'est pas habilité, c'est-à-dire une association locale, une association de quartier, qui travaille avec des publics éloignés de l'emploi et qui, de par sa proximité avec ce type de profil, va pouvoir, à travers la plateforme de l'inclusion, orienter des candidats vers les entreprises, vers les SIAE. Dans ce cas-là, moi, en tant qu'entreprise, en tant qu'SIAE, je vais recevoir cette candidature de cet orienteur et je vais quand même devoir valider l'éligibilité de ce candidat, puisque l'orienteur n'a pas la possibilité de valider lui-même l'éligibilité du candidat. Donc, je vais devoir valider les critères d'éligibilité et ensuite accepter l'embauche ou la refuser. Donc, voilà un résumé des 4 scénarios de recrutement. Et sans plus attendre, je vais vous montrer chaque scénario de recrutement, comment il fonctionne. Donc, on démarre avec le premier scénario, lorsque le candidat s'est inscrit sur la plateforme de l'inclusion et a postulé de manière autonome à une offre d'emploi de mon entreprise, mon SIE. Donc, dans ce cas-là, je vais recevoir la candidature à la fois par mail, donc une petite notification par mail me sera envoyée lorsque la candidature sera faite, et enfin, je recevrai ici, dans mes candidatures reçues, la candidature en question. Je vois que là, il y a 4 nouvelles notifications, 4 nouvelles candidatures. Donc, je vais les traiter. Donc, je vais cliquer ici. Et là, je vois que j'ai pas mal de candidatures et je m'y perds un peu. Je vois qu'il y a des statuts différents à chaque fois. Je vois nouvelle candidature, candidature acceptée. Je vois que parfois, ce sont des candidatures envoyées par le prescripteur habilité, parfois non. Donc, je me perds un peu. Et donc, du coup, quand je me perds un peu dans mes candidatures, j'ai la possibilité de filtrer dans mes candidatures. Donc, je vais cliquer sur rechercher dans vos candidatures. Et là, je vais mettre un filtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les nouvelles candidatures. Donc, je vais cliquer sur nouvelles candidatures et je vais appliquer le filtre.
Dans ce cas-là, je n'ai que les nouvelles candidatures qui me remontent, ce qui me permet de m'y retrouver un peu mieux. Donc là, je vois qu'il y a différentes candidatures. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le premier scénario de recrutement, donc à savoir un candidat qui postule de lui-même. Et là, je vois envoyer de lui-même, enfin le candidat lui-même. Donc c'est un fameux Abdessamad Yousfi qui a postulé dans mon entreprise en tant qu'aide plombière. Donc je vois bien qu'il est autonome, donc puisqu'il a candidaté de lui-même. Donc je vais gérer la candidature. Là, j'ai quelques informations sur le candidat, donc prénom, nom, date de naissance, etc., qui me permettent d'ailleurs de le contacter pour m'entretenir potentiellement avec lui. Ici, un petit message de sa part. Donc là, il faut imaginer une sorte de message de motivation et potentiellement son CV en mode copier-coller. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de joindre de fichiers à la candidature. Donc, on ne peut pas joindre de CV, PDF, Word pour l'instant. Donc, possibilité de copier-coller le contenu de son CV ou de sa lettre de motivation dans l'espace message. Donc là, j'ai mis juste intéressé, mais là, il faut imaginer que le candidat a un peu étayé ses motivations. Et donc là, la candidature potentiellement m'intéresse, j'ai envie de poursuivre la chose. Donc je vais basculer cette candidature en mode candidature à l'étude en cliquant sur le bouton jaune. Et ainsi, tous mes collaborateurs pourront voir que le statut de la candidature est à l'étude et qu'il ne s'agit plus d'une nouvelle candidature et qu'il s'agit tout simplement d'un process qui est en cours d'avancement, donc potentiellement en cours d'entretien ou en cours de prise de rendez-vous d'entretien. Ce qui me permet, moi, de m'y retrouver dans toutes les candidatures que je reçois, puisque comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, on voyait différents statuts, donc nouvelle candidature, candidature à l'étude, candidature validée, etc. Donc là, la candidature est à l'étude. La prochaine étape, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la validation de l'éligibilité de ce candidat. Donc j'ai un bouton gris qui me permet de valider les critères. Donc je vais cliquer ici. Et là, j'ai un petit récapitulatif sur comment on valide l'éligibilité d'un candidat. Donc on me rappelle que en tant qu'entreprise, en tant qu'SIAE, il faut que je cumule soit un critère administratif de niveau 1 ou bien 3 critères administratifs de niveau 2 et dérogation faite pour les ETTI qui n'ont qu'à cumuler 2 critères administratifs de niveau 2. Donc on m'explique tout ça. Et là, tout en bas, j'ai les différents critères administratifs et j'ai la possibilité de cocher sur celles qui correspondent à la situation du candidat. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les critères administratifs de niveau 2, par exemple. Mon candidat, du coup, comme je suis une entreprise d'insertion, il me faut 3 critères administratifs de niveau 2. Donc, disons que mon candidat, il a moins de 26 ans, qui sort de l'ASE, par exemple, et qu'il est résident QPV. Donc là, j'ai cliqué sur mes 3 critères administratifs. Souvent, les SIAE nous remontent la crainte de se tromper à ce moment-là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de se tromper pour 2 raisons. La première, c'est que pour chaque critère administratif, on explique à la SIAE quel justificatif il faut avoir. Donc, à chaque critère, on vous explique quel est le justificatif qu'il faut mettre de côté et garder dans le dossier du candidat. Et deuxième raison pour laquelle on ne peut pas se tromper, c'est parce que moi, en tant qu'entreprise d'insertion, par exemple, je dois valider au moins 3 critères administratifs de niveau 2. Imaginons que je me trompe et que j'en n'en mette que 2. Donc là, je vais cliquer sur jeune moins de 6 ans, sortant de l'ASE. Je décoche QPV. Du coup, je n'ai mis que 2 critères de niveau 2. Essayons de valider cette éligibilité. Voyons voir ce qui se passe. Donc là, je valide. Et là, j'ai un message d'erreur qui m'explique que, en gros, je ne peux pas valider l'éligibilité de ce candidat, puisque en tant qu'entreprise d'insertion, il me faut au moins 3 critères administratifs de niveau 2. Donc, je suis bloqué à cette étape et je vais renseigner le 3e critère. Donc, tout simplement pour rassurer les entreprises, pour leur expliquer qu'il est très difficile de se tromper et de faire une erreur à ce moment-là. Donc là, j'ai bien cliqué sur le 3e critère, donc résident QPV, ce qui va me permettre de valider l'éligibilité de ce candidat. Donc, je valide. Et là, on m'explique que l'éligibilité est bien confirmée et que je vais potentiellement pouvoir l'embaucher ou pas. Donc là, j'ai toujours un petit récapitulatif de la candidature. J'ai le récap des critères d'éligibilité que j'ai cochés. Et enfin, j'ai 3 scénarios qui se présentent à moi. Donc, soit je décide d'embaucher le candidat, soit je veux l'embaucher plus tard, soit je ne veux pas l'embaucher. Si je ne veux pas l'embaucher, rien ne se passe. Le statut va basculer sur un statut de je ne l'ai pas embauché, embauche annulée.
Si je veux l'embaucher plus tard, le statut va basculer en mode je embauche pour plus tard, ce qui va me permettre de m'y retrouver dans mes candidatures. Et enfin, si je clique sur je l'embauche, naturellement, on va basculer sur la phase de délivrance de l'agrément, donc de délivrance du pass IAE. Donc je vais cliquer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je l'embauche. Là, on va me demander certaines informations. Donc sa date de naissance, elle est déjà renseignée puisqu'il s'agit d'un candidat qui est déjà inscrit sur la plateforme. Son identifiant Pôle emploi, imaginons qu'il n'est pas inscrit chez Pôle emploi, donc j'indique qu'il n'est pas inscrit chez Pôle emploi. Son adresse, donc on va mettre quelque chose de fictif. Hein. La date de début du contrat, donc on va mettre aujourd'hui, la date de fin, disons, à la rentrée prochaine. Un petit message pour le candidat. Là, il faut imaginer un message du type voilà, on a été très content de vous recevoir, votre candidature est très intéressante, on aimerait vous embaucher. Donc là, je vais juste mettre un petit test, mais ce message est envoyé directement au candidat. Et là, je clique sur je l'embauche. Deux scénarios se présentent à moi. Soit je ne désire pas de pass IAE, donc je ne désire pas d'agrément. Dans certaines situations, le pass IAE n'est pas nécessaire. Pour certaines typologies d'entreprises, il ne nécessite pas d'agrément. Pour la majorité des SIAE, l'agrément est important. Donc dans ce cas-là, je vais cliquer sur je l'embauche et j'obtiens un pass IAE. Donc là, on me dit embauche acceptée et j'ai le pass IAE qui m'est délivré, donc qui prend la forme d'un numéro d'agrément que je vais pouvoir renseigner dans mon extranet ASP. On m'indique aussi la validité de ce pass IAE, donc le parcours IAE classique qui dure 2 ans. Donc on me donne la date de début et la date de fin de ce parcours IAE. Et enfin, un petit récap du candidat. Ici, on a certaines questions par rapport à ce numéro d'agrément qui est délivré. Euh, dans le cas où le candidat aurait potentiellement déjà eu un agrément dans le passé, donc dans ce cas-là, s'il a déjà eu un agrément, c'est qu'il est rattaché à Pôle emploi, forcément. Puisque c'était Pôle emploi il n'y avait que Pôle emploi qui pouvait délivrer des agréments. Dans ce cas-là, lorsque vous allez mettre son identifiant Pôle emploi, nous, on va interroger la base de données de Pôle emploi. Donc ça se fait de manière automatisée, hein, c'est rapide. Et ici, on vous dira si le numéro d'agrément, si la personne a déjà un agrément. S'il n'avait pas d'agrément, dans ce cas-là, on vous donne un numéro d'agrément nouveau avec une date de début à aujourd'hui, en tout cas au début du contrat que vous avez indiqué juste précédemment. Et si le candidat a déjà un agrément, dans ce cas-là, on vous donnera son numéro d'agrément actuel avec la date d'éligibilité de ce candidat-là. Donc, imaginons que le candidat a déjà eu un agrément Pôle emploi, qu'il a consommé 1 an de son parcours, donc l'année dernière, et qu'il lui reste du coup quelques mois encore dans son parcours. Vous le verrez ici. En tant qu'entreprise, en tant qu'SIAE, je verrai combien de temps il reste à ce candidat dans son parcours IAE. Tout simplement pour rassurer les SIAE en leur expliquant qu'il n'est quasiment pas possible de faire de doublons. C'est-à-dire que je ne peux pas générer un agrément pour un candidat si celui-ci en a déjà un et si celui-ci est déjà en cours de parcours IAE. Par contre, si le candidat a déjà eu un agrément dans le passé, il y a plus de 4 ans, et qu'il a consommé ces 2 ans de parcours IAE, on vous l'indiquera. Et dans ce cas-là, pour faire des prolongations d'agrément au-delà de 2 ans, il n'y a que les prescripteurs habilités qui peuvent le faire, donc notamment Pôle emploi. Donc là, on demande aux SIAE de se rapprocher de Pôle emploi et de nous mettre dans la boucle afin de prolonger un parcours IAE qui aurait été consommé, donc 2 ans consommés par le candidat. Un autre scénario, c'est celui de, enfin pas un autre scénario, mais plutôt vous expliquer que le pass IAE, il est rattaché au candidat. Historiquement, les agréments Pôle emploi étaient rattachés à une contractualisation. Donc, à chaque fois que le candidat changeait d'entreprise, il fallait que la nouvelle entreprise qui recrute le candidat fasse une demande d'extension de l'agrément. Avec le pass IAE, il n'y a plus de notion d'extension, puisque le pass IAE est rattaché non pas à la structure ou au contrat, mais est rattaché au candidat lui-même. Dans ce cas-là, le candidat peut basculer d'une entreprise à l'autre sans avoir à demander des extensions à chaque fois. Donc, je suis un candidat éligible à l'IAE, j'ai fait 6 mois dans une entreprise. Lorsque je suis recruté par une autre entreprise, je n'ai qu'à présenter mon numéro d'agrément et celui-ci est pris en compte et l'entreprise qui m'accueille n'aura pas besoin de demander une extension, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du premier scénario. Et une petite chose, en tant qu'entreprise, je peux me rétracter au bout de 4 jours après le contrat, 4 jours après le début du contrat plus précisément,
si je veux annuler l'embauche et ainsi annuler le pass IAE. Si jamais les 4 jours sont écoulés, imaginons que la période d'essai n'a pas été validée au bout de 15 jours, un mois. Dans ce cas-là, vous ne pourrez plus annuler l'embauche à travers la plateforme de l'inclusion, mais on vous invite à nous indiquer par mail que tel candidat n'est pas allé au bout de sa mission, que vous désirez annuler l'embauche, et nous, manuellement, on traitera cette demande. Donc voilà pour ce qui est du premier scénario de recrutement. Donc on va basculer sur le deuxième scénario de recrutement. Donc, je reviens sur le tableau de bord, toujours à gauche. Et là, le deuxième scénario, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un prescripteur habilité qui est connecté sur la plateforme et qui m'oriente un candidat. Donc je vais cliquer sur les candidatures reçues. Comme toute candidature, je vais recevoir une notification par mail. Donc pas de possibilité pour moi d'oublier une candidature. Et ici, je vois qu'il y a plusieurs candidatures, notamment des candidatures qui me sont envoyées par un prescripteur habilité du nom de André Dufour, qui travaille pour Pôle emploi 93. Je vois bien que c'est une nouvelle candidature et que ce prescripteur, donc André Dufour de Pôle emploi, va orienter un certain Abdesamad sur l'offre d'emploi Charpentier. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller gérer la candidature. Donc, je clique sur Gérer la candidature. Ici, j'ai exactement la même chose que tout à l'heure, un récap de la situation du candidat, ses coordonnées, et surtout un message, cette fois-ci, non pas du candidat, mais du prescripteur habilité, qui, là, va m'étayer un peu l'expérience du candidat. Donc, potentiellement son CV, en copier-coller, ou bien ses expériences passées, etc. Donc là, il faut vraiment imaginer un message du prescripteur habilité. Et enfin, les fameux critères d'éligibilité auxquels le prescripteur, sur lesquels le prescripteur a cliqué. Là, vous voyez qu'il n'y a qu'un critère administratif de niveau 2, donc résident QPV, alors que pour une entreprise, il est impossible de cliquer sur un critère de niveau 2. Il faut au moins 3 critères. Mais en tant que prescripteur habilité, André Dufour de Pôle emploi peut valider une éligibilité, soit en cliquant sur des critères d'éligibilité, soit en cliquant sur 0 critère d'éligibilité. Il n'est pas contraint par ce format de critères d'éligibilité. Il peut, lui, en fonction de son diagnostic socio-professionnel, décider qu'un candidat est éligible ou non, sans pour autant se baser sur les critères d'éligibilité. C'est pourquoi les orientations faites par les prescripteurs habilités vous permettent de recruter encore plus facilement, puisque vous n'avez pas du tout à checker la partie éligibilité à l'IAE. Dans ce cas-là, je vais continuer la candidature et vous verrez que je n'aurai pas de validation de critères à faire. Donc là, j'ai basculé ma candidature en mode à l'étude. Et là, comme précédemment, j'avais la possibilité, enfin, précédemment, on m'obligeait à valider les critères d'éligibilité. Vous vous souvenez avec le petit bouton gris. Cette fois-ci, je n'ai pas du tout ce bouton, puisque les critères sont déjà validés. J'arrive directement à l'étape finale, à savoir la partie embauche, la partie je ne l'embauche pas, ou je ne l'embauche pas, ou je l'embauche plus tard. Et donc là, comme tout à l'heure, imaginons que je veux l'embaucher, je vais cliquer sur je l'embauche, et je vais avoir un pass IAE, donc un agrément qui me sera délivré automatiquement, tout simplement. Donc je ne le fais pas, c'est exactement les mêmes étapes qu'on a vues tout à l'heure. Donc je reviens sur mon tableau de bord. Et là, on bascule sur le troisième scénario de recrutement. Donc, pour rappel, un candidat qui n'est pas inscrit sur la plateforme de l'inclusion, que vous rencontrez en fait, enfin que l'entreprise rencontre en physique, qui toque à la porte de l'entreprise ou qui est envoyé par mail par une association, etc. Donc là, il va falloir que je crée un compte pour ce candidat. Pour cela, il faut que je passe par obtenir un pass IAE candidature spontanée. Donc je vais cliquer ici. Et là, on va me demander de renseigner un email pour ce candidat. Donc, les SIAE nous remontent souvent la question du le candidat n'a pas d'adresse mail. Dans ce cas-là, on invite la SIAE à accompagner le candidat à la création de sa propre adresse mail. Pour cela, on oriente la SIAE vers un service de La Poste. Donc là, si je clique sur le candidat n'a pas de mail, on oriente directement vers le service de laposte.net qui permet de créer une adresse mail au candidat de la SIAE, tout simplement. Donc nous, pour passer cette étape, on va renseigner une adresse mail. On va mettre quelque chose de complètement fictif. Hein. Donc, voilà une adresse mail fictive. Je vais cliquer sur Continuer. Là, on m'indique que cet email n'existe pas dans la base de données. Très, très bien.
ce qui veut dire que le candidat n'existe pas, tout simplement. Ce candidat, la plateforme de l'inclusion ne le connaît pas. Donc, dans ce cas-là, je vais devoir créer son compte. Donc là, je vais indiquer son prénom. Je vais mettre sa date de naissance. Donc, son adresse, on va mettre quelque chose. Encore une fois. On va dire qu'il n'a pas d'identifiant Pôle emploi, il n'est pas inscrit chez Pôle emploi, par exemple. Et là, j'ai la possibilité de mettre un lien vers son CV. Donc tout à l'heure, je vous dis qu'on ne pouvait pas joindre de fichier. Par contre, on peut mettre un lien. Imaginons que le candidat a son CV qui est hébergé sur un Google Drive ou bien sur une plateforme du type CV Designer qui permet de créer des CV en ligne gratuitement. Dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre un lien. Donc, juste une URL vers un CV qui serait potentiellement en ligne. Par contre, pas de possibilité de joindre un fichier. Et là, je vais cliquer sur Continuer. À partir de maintenant, je vais positionner le candidat que j'ai reçu en entretien sur une offre d'emploi. Donc, disons que je veux le positionner sur aide plombier, plombière. Donc, je positionne dessus. Là, je mets un message à destination du candidat pour lui dire on a créé votre candidature, on y réfléchit, on va la traiter, on revient vers vous dans une semaine. Imaginons ça. Donc, moi, je vais juste mettre test ici. Donc là, le message sera envoyé automatiquement au candidat. Donc là, j'enregistre la candidature. Et donc là, si vous m'avez bien suivi, la candidature est créée dans le même flot de candidatures que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc si je reviens sur mon tableau de bord, j'aurai la candidature que je viens de créer dans Répondre aux candidatures reçues. Donc je vais cliquer dessus pour vérifier qu'elle est bien présente ici. Et là, je vois que une candidature m'est arrivée de qui? Mais de l'entreprise Insertion Garage Martinet. En gros, moi, donc il y a écrit vous. Donc moi, j'ai orienté Abdesamad Yousfi vers l'offre d'emploi aide plombier plombière et je vois bien que c'est une nouvelle candidature. Donc voilà, j'ai toujours ici, dans la petite partie envoyée par, la personne qui est à l'origine de cette candidature, et en l'occurrence, donc moi en tant qu'entreprise. Donc là, comme tout à l'heure, je vais gérer la candidature, basculer la candidature en mode à l'étude, et ensuite valider l'éligibilité de ce candidat-là en cliquant sur les critères d'éligibilité, et enfin en embauchant la personne ou en refusant son embauche, tout simplement. C'est exactement les mêmes étapes qu'on a vues juste avant. Donc je reviens sur le tableau de bord pour vous présenter cette fois-ci le dernier scénario de recrutement, à savoir un orienteur, donc un prescripteur qui n'est pas habilité à valider l'éligibilité d'un candidat. Donc la candidature, je la reçois dans candidature reçue. Et là, à chaque fois, je vais checker qui m'a envoyé la candidature. Donc là, c'est un prescripteur habilité. Là, c'est le candidat lui-même. Donc si je descends encore, normalement, je devrais avoir un orienteur qui m'envoie une candidature. Là, je vois que j'ai trop de candidatures. Donc, comme tout à l'heure, on va filtrer sur uniquement les nouvelles candidatures. Donc, je vais rechercher dans mes candidatures et je filtre nouvelle candidature. J'applique le filtre. Et là, je vois qu'une candidature m'a été envoyée par un certain Olivier Dupuis de l'association La Belle Verte qui m'a orienté une certaine Véronique Martin sur l'offre d'emploi assembleur d'ouvrages en bois et matériaux associés. Donc là, je vais gérer la candidature. Je vais avoir des informations sur ce candidat-là. Là, un petit message, il faut imaginer l'orienteur, donc l'association La Belle Verte, qui m'explique un peu le parcours du candidat, son CV, etc. Et à partir de là, je vais étudier la candidature et ensuite, comme tout à l'heure, valider l'éligibilité du candidat en cliquant sur les critères d'éligibilité. Pour cela, effectivement, il faut soit que je me rapproche de l'association qui m'a orienté le candidat, et ou bien m'orienter vers le candidat et de faire un premier entretien avec lui pour savoir s'il est éligible ou pas. Donc j'aurais juste à regarder les critères d'éligibilité, voir s'il a moins de 26 ans, s'il a plus de 50 ans, s'il sort de l'ASE, etc., pour pouvoir cocher les critères d'éligibilité. Tout simplement. Donc c'est exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc je reviens sur le tableau de bord encore une fois pour vous présenter la dernière fonctionnalité qui a été une demande des entreprises directement, à savoir la possibilité de bloquer les candidatures. Imaginons que je suis une entreprise, je reçois beaucoup de candidatures, et voilà, je suis sur une période où je ne recrute pas forcément. Au lieu d'aller sur mes offres d'emploi et de décocher chaque offre d'emploi pour la dépublier, j'ai une fonctionnalité qui me permet de
de dépublier toutes les offres d'emploi et d'indiquer aux candidats et aux prescripteurs que je ne suis plus, en mode recrutement. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur bloquer les nouvelles candidatures. Donc ici, je vais cliquer ici et je vais indiquer que je ne veux plus recevoir de nouvelles candidatures. Donc je clique, j'enregistre cela et là, je vais aller vérifier sur ma fiche publique ce qu'il en est. Donc là, je vais cliquer sur la fiche publique et là, je vois, tout à l'heure, vous voyez, vous avez vu, il y avait une liste d'offres d'emploi sur lesquelles je recrutais. Là, elle a été remplacée par un petit message indiquant aux candidats et aux prescripteurs que cet employeur ne traite plus de nouvelles candidatures pour le moment. Donc, tant que je ne décide pas de réouvrir les candidatures, ce message reste publié comme ça. Donc, je reviens sur le tableau de bord. Imaginons que la période où je ne recrutais pas, c'est terminé et que je décide d'à nouveau ouvrir les candidatures. Donc, il suffit de recliquer sur la même fonctionnalité ici, recevoir de nouvelles candidatures, de décocher ne plus recevoir de nouvelles candidatures et d'enregistrer. Dans ce cas-là, toutes les offres d'emploi que j'avais juste avant vont se réafficher sur ma fiche publique. Donc, allons vérifier cela en cliquant sur la fiche publique. Et là, automatiquement, j'ai toutes les offres d'emploi qui remontent et qui sont maintenant publiques. Donc, ce qui veut dire que les candidats pourront postuler et que les prescripteurs pourront m'orienter des candidats, tout simplement. Donc, je reviens toujours sur le tableau de bord, donc c'est mon réflexe. Donc voilà, on vient vraiment de balayer toutes les fonctionnalités que va rencontrer l'entreprise, donc la SIAE, donc de l'inscription jusqu'à la mise en forme de sa fiche publique, donc de sa vitrine, de la gestion des candidatures avec plusieurs collaborateurs, de la création de nouvelles agences rattachées à la structure principale, de la réception des candidatures, du traitement de celles-ci, etc. Donc on a vraiment tout vu. Les dernières fonctionnalités qu'on présente en général, c'est celles qui sont présentes dans le petit menu là-haut à droite, là, enfin là-haut au milieu. Donc une première fonctionnalité de recherche d'employeur, donc ça vous la connaissez. Si je clique dessus, ça m'oriente vers la page d'accueil. Et là, en tant qu'employeur, donc en tant qu'SIAE, je peux rechercher d'autres SIAE de mon territoire pour X raisons, pour nouer des partenariats ou pour orienter un candidat. Imaginons que j'ai un candidat que je ne peux pas recruter, mais que j'aimerais vraiment orienter vers un autre employeur. Dans ce cas-là, je peux chercher d'autres entreprises, contacter ces entreprises-là et leur dire que voilà, j'ai un candidat qui est potentiellement intéressant et je vous envoie sa candidature. Par contre, la seule chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'entreprise, SIAE, je ne peux pas utiliser la fonctionnalité, je ne peux pas postuler à la place d'un candidat pour l'orienter vers une autre entreprise. Par contre, je peux rentrer en contact avec cette entreprise, puisque j'ai les coordonnées de celle-ci, la contacter par mail, par téléphone, et lui envoyer une candidature de manière plus traditionnelle, par mail, etc. Et ainsi, l'employeur, la nouvelle entreprise que j'ai contactée, pourra créer la candidature pour ce nouveau candidat. Donc voilà ce qui est possible aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la partie recherche des employeurs. Je peux aussi rechercher des prescripteurs en tant qu'entreprise. Donc je clique dessus et très basiquement, j'ai un moteur de recherche dans lequel je vais mettre la ville dans laquelle je me situe. Et là, j'aurai la liste de tous les prescripteurs de mon territoire, ce qui va me permettre de rentrer en contact avec eux, nouer des partenariats, leur indiquer potentiellement des besoins de recrutement, tout simplement. Et enfin, deux petites redirections, donc, que vous les connaissez très bien. Donc, une redirection vers le forum, donc, sur lequel vous êtes quasiment tous inscrits. Et enfin, vers la documentation. Donc, en gros, la documentation, vous l'avez vu, il y a l'exhaustivité de toutes les explications que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quasiment toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à orienter les SIAE vers cette documentation lorsqu'ils ont des questions. Il y a notamment une FAQ là-dedans. Donc, toute cette démonstration, je l'ai fait sur ce qu'on appelle un environnement de démo, sur lequel vous avez accès. Pour y avoir accès, c'est simple. Donc, c'est cette URL-là, que je vais vous remettre d'ailleurs dans le chat tout à l'heure, qui vous permet de faire exactement ce que je viens de faire avec des données qui sont complètement fictives. Vous pouvez tout tester, créer des candidatures, vous connecter en tant que candidat, vous connecter en tant que prescripteur ou en tant qu'employeur. À vous de voir ce que vous voulez tester comme fonctionnalité. Pour cela, c'est simple. Vous avez toujours un petit bandeau rouge en haut qui s'appelle démo et un petit bouton qui est toujours présent qui s'appelle voir les comptes de démonstration. Quand je clique dessus, j'ai des indications sur comment je me connecte. Donc là, on vous a mis des adresses mail fictives.
en tant que demandeur d'emploi, en tant que prescripteur, en tant qu'entreprise, etc. Donc, il suffit de prendre une adresse mail, d'aller vous connecter et de vous connecter avec celle-ci. Pour info, le mot de passe est le même pour tout le monde. C'est password. Donc, normalement, il est indiqué quelque part ici. Je pense qu'il y a un petit bug. Mais ouais, il est là. Les comptes de démonstration dont le mot de passe est password. Donc, tous les comptes auxquels on vous donne accès ont pour mot de passe password. Donc, il suffit de prendre l'adresse mail. Par exemple, vous voulez vous connecter en mode candidat, donc demandeur d'emploi. Je prends l'adresse mail de candidat, je la copie-colle et je sors de ce petit onglet-là. Et là, je vais venir me connecter. Bon, là, je suis connecté en mode entreprise, mais je me déconnecte. Et je vais me connecter du coup en mode candidat. Et là, je vais mettre l'adresse mail que je viens de copier-coller avec le mot de passe password. Je clique. Et là, je suis en mode candidat. Donc, vous pouvez utiliser ces comptes candidats. Vous pouvez aussi créer vos propres comptes. Si vous avez des adresses mail un peu poubelles que vous voulez tester, donc n'hésitez pas à vous inscrire avec ces adresses mail-là en tant que candidat, prescripteur ou employeur. Donc voilà pour ce qui est de la partie démonstration, enfin de la partie environnement de démo. Et je vais revenir du coup au direct et je vais arrêter mon partage. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui se sont posées dans l'onglet questions. Donc, je vais tenter d'y répondre avec vous aujourd'hui. Donc, alors, première question de Manuela. Je vais mettre la question en direct pour que vous puissiez la voir. Quel est le délai de traitement des candidatures? Il n'y a pas véritablement de délai puisque c'est à la charge de la SIAE de prendre le temps de gérer les candidatures. En tout cas, ce qui va permettre de bien gérer les candidatures côté SIAE, c'est les différents statuts dans lesquels se trouve la candidature. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, une candidature qui vient d'être réceptionnée porte le statut de nouvelle candidature. Et une fois que je fais des actions en tant qu'SIAE sur cette candidature, elle bascule sur des statuts qui sont particuliers. Donc, soit une candidature à l'étude, soit une candidature acceptée, soit une candidature qui a été refusée. J'ai le statut de celle-ci. Enfin, du coup, le délai de traitement, il est vraiment du côté de l'entreprise, de la SIAE. Donc ça, on n'a pas du tout la main dessus. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, Manuela. N'hésitez pas à préciser votre question si je n'ai pas pu y répondre vraiment précisément. N'hésitez pas à le préciser soit dans les questions, soit dans le chat, et j'essaierai de préciser la réponse. Donc, deuxième question, on va prendre la question de Lionel. Donc, je vais mettre la question en direct. Les périodes d'agrément sont comptées de date à date, y compris les périodes non travaillées, ou uniquement en prenant en compte les périodes travaillées? Alors, nous, du moment où on délivre un pass IAE à l'entreprise, donc pour le candidat, on compte 2 ans. Donc, que le candidat ait travaillé sur les 2 ans pleins ou pas, nous, on n'a pas la vue dessus. Pourquoi on n'a pas la vue dessus? Puisqu'imaginons une entreprise, une SIAE, qui recrute un candidat pour la première fois. Donc, elle va créer sa candidature sur la plateforme d'inclusion. Elle va demander qu'on lui délivre un pass IAE. Elle va recevoir ce pass IAE qui commence aujourd'hui. Dans ce cas-là, nous, on aura cette information, on saura que le candidat a démarré aujourd'hui. Imaginons qu'elle le recrute sur un contrat de seulement 1 mois. Donc, nous, on saura qu'elle l'a recruté pour 1 mois, mais on va lui donner un pass IAE de 2 ans. Imaginons que ce mois passe et que l'entreprise décide de renouveler le contrat. Elle re-recrute le candidat sur 2 mois de contrat. Nous, à ce moment-là, on n'est pas du tout au courant, puisque l'entreprise a déjà son pass IAE. Elle n'a plus besoin de revenir sur la plateforme de l'inclusion pour redemander un pass IAE, puisqu'elle a déjà un agrément. Donc, c'est pour ça que nous, on n'a pas du tout de visibilité sur les périodes travaillées après le premier contrat fait via notre plateforme. Parce que tout simplement, le périmètre de la plateforme de l'inclusion, il n'est pas sur le suivi des candidatures, il n'est pas sur le suivi du parcours IAE, mais il est uniquement sur la mise en relation candidat et SIAE et sur la délivrance de l'agrément, donc des passes IAE. C'est uniquement ça le périmètre pour l'instant de la plateforme de l'inclusion. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas les informations sur les périodes véritablement travaillées sur les 2 ans de parcours IAE. Ça, potentiellement, c'est peut-être une orientation que prendra la plateforme de l'inclusion, à savoir s'orienter vers du suivi de parcours, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'espère que j'ai répondu à votre question, Lionel, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est bon pour vous ou à me repréciser votre question. Donc, on va passer sur une autre question. Alors, on va passer sur la question de Brigitte. Je vais mettre la question en direct.
Donc, la question de Brigitte, c'est dans l'outil de diagnostic socio-professionnel, le critère ressources financières, entre parenthèses, sans ressources ou en situation de surendettement. Or, il n'est pas mentionné dans les critères de niveau 1 ou de niveau 2. Serait-il possible, au regard du public accueilli, de rajouter ce critère d'éligibilité? Donc, ça, c'est une question qui nous est souvent remontée. Il faut savoir que les critères d'éligibilité ont été travaillés, ont été discutés avec tous les acteurs de l'IAE, donc les directs, Pôle emploi, le Haut Commissariat, la DGEFP et les réseaux de l'IAE, donc les réseaux dans lesquels la plupart des entreprises, donc la plupart des SIAE sont adhérentes. Donc ça a été une discussion, des négociations euh, qui ont défini cette liste de critères que vous voyez aujourd'hui. Il y a des critères qui sont difficilement prouvables, notamment si la personne a des ressources financières ou pas. Donc, il a été décidé à l'époque, donc je ne faisais pas partie de cette discussion, vous imaginez, que un des critères qui n'a pas été retenu, c'est celui des ressources, puisqu'il est très dur pour une entreprise, une SIAE, de le justifier, de le vérifier. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas partie des critères d'éligibilité. Mais ces critères d'éligibilité sont amenés à évoluer en fonction des retours que vous nous faites. Donc ça, c'est un retour qui nous a souvent été fait et dont on a pris conscience. Donc potentiellement, ça peut être amené à évoluer vers cette direction, mais ça, il n'y a aucune garantie là-dessus. Ça peut évoluer aussi par rapport aux demandes des SIAE qui nous demandent voilà, de rajouter des critères. Pour l'instant, la liste des critères qui est publiée sur le site est celle qui est actuelle, elle est figée, mais elle sera potentiellement amenée à évoluer en fonction des discussions qu'on a avec la DGEFP, etc. Donc dans ce cas-là, si modification ou mise à jour, s'il y a des mises à jour qui sont faites sur cette liste, vous serez tenu au courant et on vous formera du coup sur ces nouveaux critères d'éligibilité. Et pour l'instant, les critères d'éligibilité sont celles que vous avez sur la liste que je vais vous mettre tout à l'heure dans le chat et ne bougeront pas tant qu'il n'y a pas de nouveaux besoins particuliers et de décisions collégiales entre la DGEFP, le Haut Commissariat, etc., etc. Ok, donc merci. Brigitte me remercie pour la réponse, c'est super. J'espère avoir été clair du coup. Alors, une question de Lionel. Il n'y a pas de calendrier de prévu pour gérer ou planifier les entretiens avec les candidats. Euh, c'est une remarque qu'on ne nous a jamais faite. Effectivement, il n'y a pas de calendrier, c'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir, je peux gérer ma candidature, mais je ne peux pas planifier des entretiens. Donc là, j'imagine que Lionel, vous imaginez une sorte de calendrier où je viens positionner mes entretiens. Effectivement, ça soulagerait énormément euh, les, les CIP, les responsables, les chargés de recrutement des SIAE. Pour l'instant, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on a mis en ligne. Moi, intuitivement, ça me paraît pertinent. Donc, je vais remonter ça à l'équipe. Mais pour vous expliquer un peu la démarche de la plateforme de l'inclusion, donc on est dans une démarche d'évolution constante. Donc, c'est pour ça qu'il y a parfois des fonctionnalités qui vous paraissent parfois basiques, mais qui ne sont pas présentes sur la plateforme. C'est normal parce qu'on est dans une démarche itérative, donc dite de startup data, à savoir on développe des fonctionnalités qui sont vraiment importantes dans un premier temps, et ensuite on enrichit pas à pas la plateforme de l'inclusion en fonction des remontées que nous font les utilisateurs, donc que ce soit les prescripteurs, les entreprises ou vous qui maîtrisez bien la plateforme de l'inclusion. Et donc en fonction de ça, on fait des évolutions. Donc c'est pas du tout une plateforme qui est figée dans le temps. Au contraire, on est une équipe technique qui ne fait que travailler sur les nouvelles évolutions de la plateforme. Donc, c'est possible que cette fonctionnalité soit présente en 2021 parce qu'on aura considéré qu'elle est pertinente et parce qu'on aura plusieurs remontées de ce type. Donc voilà, je vais juste prendre le temps de la noter quand même pour ne pas l'oublier. Donc, c'est un calendrier pour planifier les entretiens. Nickel, c'est noté. Merci Lionel pour ce partage. Donc c'est noté et je vais passer à une autre question. Alors encore une autre question de Lionel. Je vais la publier. Alors les offres d'emploi sont soumises à des critères spécifiques et légaux, salaire, horaire, type de contrat, etc.
ce qui ne semble pas être le cas dans les offres déposées sur la plateforme. Est-ce que des critères de légalité de l'offre seront mis en œuvre sur eToo? Ça, c'est une question qui nous est souvent remontée. Donc, vous avez pu le voir, les offres d'emploi qu'on peut mettre en tant qu'SIAE, on peut mettre que l'intitulé du poste et une description de celle-ci. Donc, pour tout ce qui est critères spécifiques, on invite les entreprises à les renseigner directement dans la description. Donc, de renseigner que voilà, il y a certains critères qu'il faut respecter et que le candidat pourra voir, et surtout que le prescripteur pourra aussi voir l'offre d'emploi de cette manière-là. Donc, c'est à l'entreprise, donc la SIAE, de préciser le maximum d'informations sur son offre d'emploi pour que celle-ci soit qualifiée, que le prescripteur ne fasse pas de mauvaise orientation si le candidat qui l'oriente ne répond pas du tout aux critères de l'offre d'emploi. Donc, pour l'instant, c'est le seul moyen de mettre en avant ces fameux critères spécifiques ou légaux d'une offre d'emploi. Je vais passer sur la question de Brigitte. Donc, peut-on mettre un logo de la SIAE? Donc, non, pour l'instant, non. Les seules informations qu'on peut mettre sur la SIAE, c'est son nom, son intitulé, sa description, ses coordonnées. On ne peut pas encore mettre de logo, on ne peut pas mettre du texte en gras, on ne peut pas mettre de couleur. Tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas des fonctionnalités très importantes dans un premier temps, mais c'est potentiellement des choses qu'on va venir enrichir, qu'on va venir ajouter progressivement dans les futures évolutions de la plateforme de l'action. Sachez que cette demande de possibilité de mettre un logo nous a souvent été remontée. Donc nous, on va prioriser et on verra si en fin 2020 ou potentiellement en 2021, si on donnera la possibilité aux entreprises de mettre un logo. Mais c'est potentiellement quelque chose qu'on fera, mais pas tout de suite puisque c'est pas prioritaire. On a vraiment des fonctionnalités qui sont encore beaucoup plus importantes et qui ont un impact directement sur le métier de l'IAE qu'on veut mettre en place. Mais voilà, ces remontées, on les prend en compte et en fonction de notre calendrier d'évolution, on les mettra en avant au bon moment. Je crois qu'on a reçu 3 nouvelles questions, donc je vais remonter dans le fil des questions. Et on a 2 questions de Claire. Donc je vais mettre en ligne la première question de Claire. Pouvez-vous partager le lien pour tester la plateforme? Je vais le faire aussitôt, comme ça, on n'oubliera pas. Donc je vais vous mettre ça dans le chat dans quelques secondes. Donc voici l'URL pour faire des démos sur la plateforme. Donc Julie, qui est responsable du programme ambassadeur, vient de le faire. Donc merci Julie. Donc voilà le lien pour aller faire vos démos. Donc c'est exactement l'environnement sur lequel je viens de faire la démo. Donc, tout simplement pour vous dire que ça fonctionne bien et que vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez dessus. Donc une autre question de Claire. Bonjour, certaines SIAE ont signalé qu'il fallait motiver un refus d'embauche. Le confirmez-vous? Donc oui, on vous met un petit champ de description à ce moment-là. Mais j'imagine que la question est beaucoup plus, enfin, sous-tend d'autres éléments, mais je n'ai pas la réponse là tout de suite. Ce que je peux faire, c'est essayer de creuser pour vous apporter une réponse un peu plus officielle. Et une fois que j'ai la réponse, je la transfère à Julie qui ensuite reprendra contact avec vous pour vous donner une réponse officielle sur cette possibilité de refus d'embauche. Parce que moi, je sais qu'on peut mettre un message lorsqu'on refuse une embauche, mais est-ce qu'il s'agit vraiment de pourquoi on refuse l'embauche? Ça, il faut que je clarifie le truc. Donc, on reviendra vers vous pour cela. Donc, je laisserai Julie, du coup, revenir vers vous. On a une question de Manoka. Donc, je mets sa question en ligne. Que faire dans le cas où il faut 2 ans pour un parcours, mais le candidat a déjà consommé 1 an de son agrément? Alors, il y a plusieurs scénarios. S'il a consommé 1 an et que ça fait plus de 5 ans qu'il a eu son parcours, dans ce cas-là, son parcours, soit il a été suspendu par Pôle emploi à l'époque. Dans ce cas-là, nous, on va le savoir et on va vous inviter à prendre contact avec le prescripteur habilité pour réactiver cet agrément-là, parce que ça a été suspendu. Si son parcours n'a jamais été suspendu, donc du coup, même s'il a fait que 1 an, il a bossé que 1 an, mais pour nous, il a consommé ces 2 ans, dans ce cas-là, il n'y a que le prescripteur habilité qui pourra prolonger les 2 ans. Donc voilà, je ne sais pas si Manoka veut préciser sa question.
Si vous avez un exemple précis, je veux bien y répondre. En tout cas, tenter d'y répondre. Donc là, je ne vois plus de questions dans l'onglet questions. Je vais peut-être dans le chat pour voir s'il y a des choses. Tac, tac. Donc non, pas d'autres questions. Je vais en profiter pendant qu'il n'y a pas d'autres questions de vous mettre tous les liens utiles auxquels vous aurez sûrement besoin. Alors, je vais vous mettre, dans un premier temps, la liste des prescripteurs habilités. Donc celle-ci est mise à jour constamment si jamais il y a de nouveaux prescripteurs. Donc là, je vais vous la mettre dans le chat. Donc, voici la liste des prescripteurs habilités. Je vais vous mettre quoi d'autre? N'hésitez pas à me rappeler ce que je vous ai promis que j'allais mettre dans le chat en termes de liens, parce que je pense que j'ai quelques trous de mémoire. Donc, je vous ai mis la liste des prescripteurs habilités. Je vous ai mis le lien vers la démo. Alors, qu'est-ce qui manque? Je vais vous mettre aussi d'autres éléments. Tac. Donc, pour rappel, Julie vous a transféré certains liens utiles, notamment des liens vers l'espace de démonstration que je vous ai partagé, mais vers des modèles d'email, vers les modes d'emploi, etc. Donc, je vais juste vous le remettre dans le chat. Comme ça, vous l'aurez 2 fois de suite. Donc, je vous mets ça de suite dans le chat. J'ai atteint la limite des caractères. Je vais vous mettre ça lien par lien. Je vais vous mettre les modèles de présentation pour le déploiement. Donc ça, c'est si vous avez des besoins de formation, si vous voulez former vos publics, votre communauté. Donc on vous donne la possibilité de le faire à travers différents outils. Donc celui-ci que vous voyez aujourd'hui, qui est un outil de webinaire qui s'appelle Livestorm, qui permet de créer des webinaires vraiment simplement. Donc si vous avez des besoins de ce type, on vous aidera à paramétrer ces webinaires et en fonction de vos besoins, du nombre de participants que vous imaginez, on fera en fonction. On a des outils plus adaptés pour des publics, pour des petits publics et d'autres pour des plus gros publics. Donc, je vais vous mettre d'autres liens sur les modes d'emploi, donc les différents fichiers qui vous montrent comment fonctionne la plateforme. Ça, c'est Julie qui vous a déjà transféré tout ça. Donc, normalement, vous l'avez déjà reçu, mais je vous le mets quand même au cas où. La cartographie aussi de tous les ambassadeurs de la plateforme, donc de toute la communauté, donc la bande iToo. Je mets ça ici. Je crois que c'est bon, hein, je vous ai envoyé les liens les plus importants. Tac, tac, tac. Ouais, je pense que c'est bon. Bah, nickel. Si je vois qu'il y a une question qui vient d'être faite par Virginie. Alors, Virginie nous pose la question la suivante. Quel est le délai pour obtenir le pass IAE? Est-ce instantané ou faut-il patienter pour la comparaison avec la base PE? Alors, 50% des passes IAE sont délivrés automatiquement. C'est-à-dire, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai cliqué sur Je l'embauche et j'ai eu le pass IAE dans la seconde. J'ai eu le numéro d'agrément et il faut attendre 4 jours après le début du contrat pour avoir un bouton qui apparaît avec la possibilité de télécharger le pass IAE au format PDF qui permet à l'entreprise d'imprimer ce justificatif et potentiellement le présenter si jamais il y a un contrôle, etc. Donc ça, c'est pour les délais de pass IAE qui se passent très bien. Et 50% des autres délivrances de pass IAE prennent en moyenne 3 jours lorsque on n'a pas toutes les informations sur le candidat et lorsqu'il faut une manipulation de notre équipe pour valider certaines informations. Dans ce cas-là, on réagit en maximum au bout de 3 jours. Donc en gros, une fois sur deux, l'entreprise a le pass IAE automatiquement et une fois sur deux, elle l'a au maximum au bout de 3 jours. Donc voilà pour ce qui est des délais. Ce sont des délais qui sont mis à jour tous les jours puisque on les calcule chaque soir. Donc vous y avez accès dans la page stats dont je vous avais promis que j'allais vous partager. Donc je vais vous la partager de suite. Donc dans cette page stats, j'imagine que vous y avez déjà eu accès, mais je préfère vous le remettre dans le chat. Donc cette page stats vous met
jour par jour, les dernières statistiques sur l'utilisation de la plateforme de l'inclusion. Donc là, je viens de vous la mettre. Elle porte la même URL que la plateforme de l'inclusion, sauf qu'à la fin, il y a un /stats/ qui vous permet d'avoir toutes les données publiques sur l'utilisation de la plateforme. Il y avait, il me semble, une autre question, donc une Françoise qui nous demande quel est le calendrier territorial de déploiement de la plateforme? Alors, celui-ci vous a normalement déjà été partagé. Comment faire pour vous le partager? Déjà, à l'oral, vous dire que les prochaines régions. Alors, en septembre, nous allons ouvrir Occitanie, Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Et en novembre, les dernières régions, Bretagne, les Outre-mer, le Pays de la Loire et la Normandie. Donc voilà pour ce qui est des prochaines régions. Et pour info, les régions qui ont déjà été ouvertes, donc Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Corse. Et les ETTI, on a ouvert France entière. Donc le calendrier que je vous ai partagé à l'oral, il s'agit de toutes les SIAE en dehors des ETTI, parce que les ETTI, nous avons ouvert pour toutes les ETTI de France, on a fait ça en avril dernier. Donc je ne sais pas comment je vais vous partager ce calendrier. J'imagine que Julie l'a déjà mis dans un des mails qu'elle vous a transféré. Je vais quand même essayer de vous partager le calendrier. Si vous me laissez quelques secondes, je ne sais pas si je vais pouvoir. En tout cas, je vais faire un truc. Je vais partager mon écran et je vais vous laisser faire une copie d'écran de mon écran. Donc normalement, vous voyez à mon écran le calendrier. Donc n'hésitez pas à faire des petites captures d'écran là tout de suite pour ceux qui n'auraient pas le calendrier. Je n'ai pas réussi à vous l'envoyer via le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran. Je vous laisse quelques secondes pour faire. Je reviens en direct. J'espère que vous avez pu faire votre capture d'écran. Et une nouvelle question a été posée par Brigitte. Pour septembre, avons-nous les dates exactes? Non, pas encore. On devrait avoir, enfin, on est en train de négocier, enfin négocier, c'est un grand mot. On est en train de définir les dates de déploiement sur septembre. Donc, on fait tout pour vous les communiquer au plus vite. Bon, si on ne vous les a pas communiqués, c'est juste qu'on les a pas encore, on les a pas encore décidés, tout simplement. Mais ça arrive très prochainement et on vous les transférera via. C'est Julie qui vous les transférera. Donc voilà, je pense il n'y a plus de questions. J'espère qu'on a fait le tour. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc on vous enverra le replay de celui-ci via YouTube. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc Julie est à votre disposition pour répondre à vos questions. Elle pourra m'orienter aussi certaines de vos interrogations si ça touche à la partie SIAE. Donc pour rappel, moi je gère donc, le périmètre entreprise, le périmètre SIAE. Donc voilà, n'hésitez pas à nous remonter vos besoins, des propositions d'évolution. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la plateforme, n'hésitez pas à nous le dire, à nous poser vos questions. On pourra potentiellement réorganiser ce type de formation avec vous si vous vous sentez pas encore à l'aise. Et n'hésitez vraiment pas à utiliser l'environnement de démonstration, donc le site que je vous ai partagé tout à l'heure, demo.inclusion.betagouv.fr, sur lequel vous pouvez tout tester, donc soit en tant que candidat, soit en tant qu'employeur, soit en tant que prescripteur. Donc voilà, je vous remercie tous et je remercie Julie d'avoir organisé ce webinaire avec vous. Donc je vous dis à très vite.